Donc merci, et en fait je voulais dire à quel point je suis honoré d'être ici, d'être honoré par la mère patrie. Ça fait plus de 30 ans que je suis parti aux États-Unis. Je garde des liens très étroits avec la France, je reviens très souvent, j'essaie de m'impliquer dans la recherche en France, mais bon, cette reconnaissance me touche vraiment énormément. Donc je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de biologie du développement et surtout le développement du système nerveux. Le système nerveux est quelque chose de très compliqué, et en fait, vous avez ici une illustration d'un tout petit nombre de cellules nerveuses qui peuvent prendre des formes très différentes. Et en fait, si l'on veut étudier le système nerveux, il faut étudier trois choses. La première chose, c'est comment produire autant de neurones, les 1000 milliards de neurones qu'il peut y avoir dans notre cerveau. De façon plus compliquée, comment produire des neurones qui sont si différents, et on estime que dans le cerveau humain, il y a au moins 1 millier de types nerveux différents. Et troisième chose, comment former les circuits qui vont en fait lier ces neurones entre eux et nous permettre d'être ce que nous sommes. C'est un problème bien sûr qui est très compliqué, et il est un petit peu difficile de l'utiliser chez l'homme ou même chez la souris. Nous avons donc choisi de l'utiliser chez la drosophile, et en fait plus spécifiquement dans le système visuel de la drosophile. Le système visuel de la drosophile est cette image que vous avez ici, qui est en fait ce qu'on prend de la rétine, qui est ici. Okay. Et vous avez en fait uniquement de l'ordre de 800 types de photorécepteurs, en fait 800 groupes de photorécepteurs, chacun est capable de détecter un point dans l'espace, et ces photorécepteurs vont projeter de façon rétinotopique, c'est-à-dire de façon conservant leur relation entre elles, à une première étape de la lamina, qui est en fait le premier système où on traite l'information concernant le mouvement, et ensuite ça va projeter dans des les couches plus profondes de ce lobe optique, la médulla et le complexe lobulaire, avant d'aller au cerveau central, qui va permettre de traiter cette information et de réagir en conséquence. Donc l'avantage de ce système, d'abord, c'est qu'il est relativement simple, même si l'œil de drosophile est en fait assez puissant. Je suppose que vous avez tous essayé d'attraper une mouche sans succès. Donc en fait, ils sont plus doués que nous pour faire ça. Mais ceci dit, cet œil est relativement simple, puisqu'en fait, dans tout ce système-là, on a à peu près de l'ordre de 60 000 cellules, 60 000 neurones, qui donc sont relativement simples. Et en plus, le circuit est relativement direct, puisque vous avez une organisation en colonnes, puisqu'en fait, les 800 types de photorécepteurs vont projeter à 800 cartouches dans la lamina, qui vont projeter dans 800 colonnes dans la médulla, et ensuite, ça va se dégrader un petit peu pour traiter des informations de façon différente. Donc, en fait, on peut considérer que c'est en fait la répétition de 800 unités verticales dans ce sens-là, et donc, si on peut comprendre l'une de ces unités, on comprendra comment le cerveau pourrait fonctionner dans cet animal relativement simple. Donc, la question que je veux poser et me concentrer sur ça aujourd'hui, c'est quelle est la diversité des neurones, comment on arrive à produire cette diversité de neurones dans les lobes optiques, d'une part d'une façon au niveau de la morphologie de ces neurones, mais aussi au niveau de leur transcriptome. Donc, au niveau de la morphologie, on sait qu'il y a à peu près 80 types cellulaires dans cette partie ici du lobe optique. Et en fait, on sait ça d'une part des études qui remontent à Ramón y Cajal, et grâce avant tout aux études de Golgi, donc de Golgi staining, c'est une coloration à l'argent. Et depuis, nous avons un petit peu amélioré la technique pour en fait utiliser ce qu'on appelle le Marchem, qui est une technique qui permet de marquer avec la GFP des cellules individuelles. Donc en fait, ici, vous avez une image d'une des parties de cette lobe optique sur laquelle je vais me concentrer, qui est la médulla. Et vous avez ici toutes les cellules nerveuses. Il y en a à peu près 40 000 cellules nerveuses ici. Et ces 40 000 nerveuses vont se projeter contacter en vert deux photorécepteurs R7 et R8 qui proviennent des 800 yeux individuels qui proviennent de l'œil. Donc si vous divisez 40 000 par 800, ça fait à peu près autour de 50 à 100. Ça veut dire que chaque colonne va être en fait entourée par environ 100 neurones de façon diverses qui vont traiter l'information, et il reste à savoir comment cette information va être traitée. Donc comment arrivons-nous à comprendre comment ces neurones sont produits ? Donc, pour étudier ce phénomène, nous avons d'abord essayé de cataloguer tous ces neurones. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des techniques qui sont très bien élaborées chez la drosophile, qui consistent à prendre une cellule ici, essayer de la marquer individuellement, une seule cellule dans le cerveau, et de voir ce qu'elle va devenir. Et par exemple, la cellule que je vais vous montrer, cette cellule-là va projeter ici, va contacter ces cellules R8, ces cellules R7, va faire une contact ici dans les couches profondes de la médulla avant d'aller dans les parties supérieures. Donc, vous avez ici, sur cette image, le neurone qui est en fait monopolaire, qui va avoir des arborisations au niveau dendritique au niveau des cellules R8, des cellules R7 plus profonds, et ensuite va aller dans les couches profondes du cerveau. Donc c'est ce qu'on appelle un neurone il va y avoir un neurone pour chacune des colonnes de cette sorte. Donc en fait, on s'attend à ce qu'il y ait à peu près 800 neurones, puisqu'il y a 800 unités, donc on va s'attendre à avoir 800 neurones.
De l'autre côté, aussi d'autres neurones qui sont beaucoup plus complexes, qui ont un champ de couverture beaucoup plus large, qui vont toucher après 10 cartouches. Et donc, si ces neurones sont en fait traités l'information en provenance de 10 cartouches, on peut s'attendre qu'à scanner beaucoup moins, donc par exemple de l'ordre de 80 neurones. Donc un problème de stoichiométrie ici qui faudra essayer de se résoudre. Et puis vous avez aussi des neurones qui restent locaux, c'est-à-dire qui sont uniquement au niveau de sa structure, qui ne sortent pas de la médulla. Celui-là ne parle même pas aux photorécepteurs qui sont en rouge ici, et va aussi être un grand champ récepteur, donc ce qui veut dire qu'on aura ainsi un petit nombre. Donc, en faisant ce genre d'approche, on arrivait à identifier à peu près 80 types neuronaux. Caral en avait identifié 25 ou 30. Donc, on arrivait à identifier pratiquement tous les neurones qui peuvent se trouver dans le lobe optique. Et on peut les cataloguer en neurones de projection qui vont donc aller plus loin dans le cerveau ou les interneurones locaux qui restent localisés dans la structure. Et on peut aussi les distinguer entre ceux qui vont avoir une stoichiométrie de 1 à 1 avec les colonnes. C'est-à-dire qu'on s'attend à avoir 800 de ceux-là. Ceux qui sont beaucoup plus larges, on s'attendra à en avoir beaucoup moins nombreux, puisqu'ils touchent de moins nombreux que non. Donc, comment arriver à produire une centaine de nos 87 types cellulaires avec des stoichiométries différentes? Ce que je vous décris ici, c'est uniquement au niveau anatomique. Qu'est-ce que ces neurones ont dans le ventre? Qu'est-ce qu'ils contiennent au niveau de leur transcriptome? Et donc, c'est un petit peu délicat d'analyser ce projet, puisqu'en fait, il était relativement difficile d'avoir accès à ces neurones. Nous avons donc utilisé une technique qui s'appelle DropSeq, qui consiste en fait à séquencer des milliers, des centaines de milliers de cellules individuellement. C'est-à-dire qu'on peut avoir accès à chaque cellule individuellement, à savoir son transcripteur individuellement. Et l'idée est en fait de prendre un neurone, de le mettre dans une gouttelette, et en fait de le mettre en contact avec une bille. Et cette bille contient des primers, des hameçons de séquençage qui vont être uniques à cette bille. Donc cette bille va uniquement permettre d'amorcer le séquençage d'un seul neurone, et on va avoir des milliers et des milliers de billes qui sont toutes différentes, qui vont se lier à des milliers et des milliers de neurones, et chacun individualisé dans une de ces gouttelettes d'huile. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est les mélanger, c'est-à-dire qu'en fait, on produit un neurone, on amène les neurones ici, un par un, les billes une par une, et à la sortie, on fait des billes, et on sort des centaines de milliers de billes. Chacune va être séquencée de façon individuelle, puisqu'en fait, chacun a été amorcé par une de ces billes. On va pouvoir les mettre toutes ensemble, les séquencer toutes ensemble, et on pourra malgré tout arriver à ressortir quelle est l'information transcriptionnelle présente dans chacune de ces cellules. Et on arrive à des choses comme ça. Bon, c'est un traitement bioinformatique qui est très, très compliqué. Je pense qu'on fait tourner le superordinateur pendant 3 semaines avant d'avoir ce type de résultats. Où en fait, on arrive à des groupes de cellules qui semblent avoir des choses en commun qui certainement correspondent à un neurone particulier. Une meilleure représentation est celle-ci, en fait, où nous avons à peu près 55 000 cellules qui sont dans l'axe X, d'accord, 55 000 cellules. Ici, vous avez à peu près 1000 cellules qui sont certainement identiques au niveau de transcriptome. Et ça, c'est basé sur la présence de 300 gènes spécifiques. Donc, parmi ces 300 gènes, ce groupe ici n'exprime que ces gènes-là, préférablement ces gènes-là, celui-là, etc. Et on peut arriver à avoir à peu près 80 groupes comme ceci qui correspondent certainement aux 80 types cellulaires que nous connaissons, avec des stoichiométries qui sont différentes, puisque ceux-là sont plus abondants que ceux-là, par exemple. Le problème, c'est savoir ici, au contraire de ce qu'on avait vu avec la morphologie, ici, on n'a aucune idée de la morphologie, on n'a aucune idée de la fonction, on ne connaît uniquement que le contenu transcriptionnel que ces cellules ont. Donc, on s'est dit, on va essayer de prendre le problème de notre côté, et en fait, on va prendre l'approche opposée. Grâce au développement de techniques chez la drosophile, on arrive à avoir des marqueurs qui sont spécifiques pour chacun des neurones individuellement. Donc on peut marquer individuellement dans un cerveau tous les neurones, par exemple les neurones de type TM1 ou TM9 ou T4 ou T5. Donc on arrive à, pour beaucoup de neurones, pas pour tous bien sûr, un marqueur qui permet de les identifier spécifiquement. Et ensuite ce qu'on peut faire, c'est prendre une lignée de drosophile qui contient un marqueur pour un seul neurone, et par fax, on peut arriver à les sortir tous ensemble et de séquencer des milliers de ces cellules qui proviennent toutes du même type, qui proviennent de nombreux cerveaux que nous avons isolés de chez la drosophile. Et donc on peut faire ça avec des neurones de différents types, comme je vous les ai écrits précédemment. Et en fait, on a réussi à faire ça maintenant avec 18 types cellulaires. Donc on peut avoir 18 mouches qui sont chacune marquées individuellement un seul neurone, et on peut les purifier et avoir exactement ce que ce neurone, et ça avec une grande profondeur de séquençage. Donc vous avez ici un exemple, vous avez en triplicat, vous avez le neurone T1, le neurone TM3, etc. Donc maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a pour un petit nombre de neurones, 18 dans cette occurrence, un séquençage très profond de savoir exactement ce qu'ils contiennent. Comment est-ce qu'on peut essayer de connecter justement ces neurones
que l'on connaît bien, avec ces 80 groupes que je vous ai montrés précédemment, qui proviennent du Dropseq. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est prendre ces séquençages de chacun des neurones qui sont très profonds, et on va prendre au hasard un petit nombre. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir comment on peut comparer ces 80 groupements que je vous avais montrés tout à l'heure avec chacun des séquençages qu'on a trouvés pour les neurones individuels. Et vous avez ici un exemple. Par exemple, ce neurone ici qui s'appelle MI1 va correspondre exactement à ce cluster, ce groupement ici. Donc ça veut dire qu'en fait, ce neurone que vous avez ici, c'est MI1. Celui-là, ça va être T1. Donc ce neurone ici, ça va être T1. Et celui-là, ça va être T5. Donc il y a une correspondance presque parfaite entre le séquençage de neurones. Ça veut dire qu'en fait, cela valide complètement notre approche dans la mesure où on peut arriver à savoir que chacun de ces groupements ici correspond vraiment à un neurone. Quelquefois, ça même correspond à 2 neurones, puisque en fait, ce neurone purifié correspond à cette colonne ici, mais aussi correspond à cette colonne ici. Ça veut dire qu'en fait, ce neurone en fait, n'avait été pas purifié complètement. Il y avait en fait 2 types neuroneux qui étaient là-dedans. Donc maintenant, on a ce catalogue complet à la fois de la morphologie et du transcriptome de ces 80 neurones. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire donc un groupement hiérarchique et on s'aperçoit qu'en fait, très rapidement, on arrive à distinguer la glie, les cellules gliaires qui sont importantes chez la drosophile aussi bien que chez l'homme, et des neurones. Même chez l'homme, la glie est plus importante que les neurones. Et les neurones, donc on a un petit nombre de glies, et donc on peut arriver à les distinguer. Ils ont un transcriptome qui est vraiment très spécifique, très différent. Et on peut en fait voir que ces glies ont un transcriptome qui est bien spécifique, qui correspond aux marqueurs auxquels on s'attend, qui sont des marqueurs très spécifiques, bien connus de la glie. D'accord ? On peut aussi savoir quels sont les types de neurotransmetteurs que vous avez dans ces neurones. Donc vous avez tous ces neurones, et vous avez qu'en fait, ceux-là vont être des neurones cholinergiques, ils vont être des neurones glutamatergiques, etc. Et vous voyez bien qu'il y a pratiquement toujours une exclusion d'un neurotransmetteur par l'autre. Donc en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est de comprendre comment ces neurones arrivent à se former. Et l'intérêt qu'on pouvait voir, c'est qu'en fait, il y a une filiation entre ces différents neurones cholinergiques. Par exemple, est-ce qu'ils proviennent tous d'un même ancêtre? Je ne veux pas dire un ancêtre au niveau de lignée cellulaire, mais est-ce qu'ils proviennent du même programme de développement, de biologie et de développement. On peut aussi voir un petit peu ce qui se fait au niveau des facteurs de transcription. Et ici, vous savez, de nouveau, tous les neurones qu'on a. Et ici, dans cet axe, vous avez tous les facteurs de transcription qu'on connaît chez la drosophile. Et vous voyez qu'il y a 2 types de facteurs de transcription. Ceux qui sont paneuronaux, on les retrouve dans tous les neurones à haut niveau, et ceux qui sont très spécifiques d'un type cellulaire. Et donc, en fait, tous ces neurones, ça veut dire, par exemple, ce groupe de facteurs de transcription nous permettra d'identifier précisément quel est ce type de neurone, quel est ce type de neurone, quel est ce type de neurone. Donc maintenant, ce qu'on a tous ça en main, ce qu'on peut faire, c'est de regrouper toutes ces dossiers et de dire comment en fait le programme de transcription permet de contrôler la morphologie de ces neurones et aussi l'expression des neurotransmetteurs, l'expression des récepteurs de ces neurotransmetteurs, leur forme, leur projection, etc. Et donc il y a 2 modèles qu'on peut voir. C'est qu'en fait, un modèle où il y a un groupement de facteurs de transcription qui va contrôler tout ça. Donc chacun des neurones est spécifié de façon individuellement et ces facteurs de transcription ensemble vont permettre de définir l'identité de ces neurones. Ou bien alors on a une fragmentation du programme où en fait chacun des facteurs de transcription va permettre par exemple de dire toi tu vas être cholinergique, toi tu vas être glutamatergique, ou tu vas exprimer le récepteur spécifique pour un neurotransmetteur, tu vas être un neurone local ou un neurone global, etc. En fait, toutes nos données semblent se diriger beaucoup plus dans cette direction, où en fait un groupement de facteurs de transcription semble donner l'identité des neurones, et c'est aussi convergent avec des idées d'Oliver Huber chez C. elegans, qui permet de montrer qu'en fait les mêmes choses semblent se produire ici, avec un système beaucoup plus simple, bien entendu. Bon, maintenant nous avons exactement une description bien précise de tous ces types neuronaux, mais la question qui reste, c'est comment sont-ils produits? Et comment sont-ils produits dans les bonnes proportions? Donc, on va revenir à notre modèle ici. Et donc, ce que vous avez, ce que je vous ai dit, c'est qu'après 90 types cellulaires ici, et je vais vous donner comment ces 90 types cellulaires, vous indiquer comment ces 90 types cellulaires sont produits dans la bonne stoichiométrie. En fait, ces neurones sont produits à partir d'un neuroépithélium. Vous avez un neuroépithélium qui est ici, et qui a la forme d'un croissant. Et au bout du croissant, à la partie extérieure du croissant, les cellules neuroépithélium vont se transformer en neuroblastes, donc en progéniteurs neuronaux. Et il va y avoir une vague de différenciation. En fait, cet épithélium va se transformer progressivement en neuroblastes au cours du temps. Donc le temps est un axe très important du développement, puisque ces neuroblastes vont d'abord être nés ici, et ensuite vont progresser. Ceux-là vont vieillir, pendant que de nouveaux sont produits ici. Donc de façon schématique, vous avez ici le neuroépithélium en forme de croissant, et les neuroblastes à la périphérie, et donc vous allez avoir une vague qui va
transformer tout le neuroépithélium en un neuroblast. Et vous avez donc, dans un point donné, vous avez des jeunes neuroblastes et vous avez des vieux neuroblastes qui sont ici. Et la question est de savoir comment est-ce que ces neuroblastes arrivent à produire tous ces neurones. L'intérêt, c'est qu'il y a à peu près 800 neuroblastes. Et 800 neuroblastes, c'est un nombre critique, puisqu'en fait, vous vous rappelez peut-être que vous avez 800 œufs individuels, donc ça fait des 800 colonnes. Donc il semble que chaque neuroblast soit capable de produire tous les neurones correspondant à une colonne, une cartouche. Donc, la question de savoir comment on peut faire. Donc, si on fait une section transverse dans cela, on peut le voir en travers. Donc, vous avez une coupe de neuroépithélium, et ce neuroépithélium, cette cellule neuroépithélium va se transformer en neuroblast, et le neuroblast fait ce que font les cellules souches, il va se diviser, donner un intermédiaire qui va se diviser pour donner 2 neurones, et ces 2 neurones vont projeter, et à ce moment-là, ils vont se rencontrer avec les photorécepteurs qui proviennent de l'œil. Et puis plus tard, notre neuroépithélium va se transformer en neuroblast, et c'est comme ça, comme ci, comme ça. Et à la fin, vous allez avoir un système très bien organisé où chaque neuroblast a dessous, après avoir une quinzaine de divisions cellulaires, produire un certain nombre de neurones qui va être complètement en dessous. Et là, de nouveau, vous avez ici des jeunes neurones, ici vous avez des vieux neurones, et là vous avez des jeunes neuroblastes, des vieux neuroblastes. Ici, vous avez des jeunes neurones d'un vieux neuroblast, des vieux neurones d'un vieux neuroblast. Donc, quel est l'intérêt de ce temps? Pourquoi le temps est-il si important? En fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes neuroblastes expriment un facteur de transcription, ici ça s'appelle homothorax, c'est pas très important, et alors que ces neuroblastes vieillissent, ils vont donc changer d'identité, exprimer un autre facteur de transcription ALS, ensuite, alors qu'ils vieillissent, ils vont exprimer un autre et un autre. Donc, en fait, chaque neuroblast, alors lorsqu'il est né, exprime un gène, homothorax, ensuite il va exprimer ALS, ensuite stobiperd, ensuite DACIT et TLS. Ici, vous avez une vue, donc en fait, vous avez le jeune neuroblast qui exprime homothorax, ALS, stobiperd, DACIT, TLS, d'accord? Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une spécification temporelle. Une même cellule, au début, elle exprimait homothorax, quand elle vieillit, elle exprimait ALS, stobiperd, DACIT, TLS. Ce qui veut dire que le même neuroblast peut produire au moins 5 types cellulaires différents si en fait les neurones héritent du facteur de transcription qui est exprimé au moment où ils sont nés. En fait, vous avez une très belle image que j'aime beaucoup, qui correspond en fait à une vue superficielle de l'épithélium, du neuroépithélium, qui est ici. Et vous avez ici les jeunes neuroblastes, plus vieux et plus vieux. Vous voyez très bien qu'en fait, il y a cette transition où en fait les jeunes neuroblastes expriment un facteur de transcription qui, lorsqu'ils vieillissent, ils vont changer vers un autre et un autre. Et en fait, c'est tout à fait réminiscent de ce qu'on trouve chez le cerveau vertébré et en fait mammifère et le cerveau humain, qui formé de ces 6 couches cellulaires. Et en fait, ces 6 couches cellulaires sont aussi produites de façon séquentielle, en fait, puisque vous avez un très très beau clone de Simon Happelmeier, un clone où en fait un seul précurseur peut produire un neurone dans la couche 6, un dans la couche 5, 4, 3, 2. Et en fait, vous avez exactement le même système où le même neuroblast peut produire les 5 couches que vous avez ici de façon séquentielle. Donc en fait, ici, il le voit, mais il n'arrive pas à savoir comment ces neurones sont produits puisqu'ils n'ont pas identifié les facteurs de transcription. Donc en fait, ce que je vous dis, c'est en fait quelque chose qui est tout à fait généralisable à tout le système développemental de la souris. Donc en fait, l'idée, c'est qu'en fait, vous avez cette séquence, homothorax, ALS, stobiperd, DACIT, TLS, et en fait, on arrive même à savoir comment le mécanisme temporel existe, puisqu'en fait, si vous prenez un gène, par exemple, et que vous arrêtez la séquence, par exemple, en provoquant une mutation dans ce gène stobiperd. Si vous faites ça, en fait, ce qui se passe, le neurone continue à se diviser, mais il reste bloqué au stade précédent. Ce qui veut dire, en fait, c'est que le gène stobiperd, il inhibe le gène d'avant, ALS, et il promeut le développement de l'étape suivante, DACIT dans ce cas-là. Donc, en fait, ce que vous avez, c'est un système où l'horloge, en fait, est une horloge transcriptionnelle qui, en fait, arrivait à faire avancer le système de l'un à l'autre. Donc ça, c'est très bien, mais c'est un petit peu joli, mais ça nous donne uniquement la production de 5 neurones. Or, je vous dis que je vais vous expliquer comment produire 80. Donc on est un petit peu loin du compte. En fait, c'est un petit peu compliqué, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque ce gène réprime celui-ci et active celui-là, en fait, il y a un chevauchement entre les deux étapes. Et en fait, si on regarde de près, ce que vous avez, c'est qu'en fait, ce gène-là, ALS, est à ce moment-là réprimé homothorax, mais ici, il n'avait pas complètement réprimé homothorax, et ici, il n'avait pas encore activé stobiperd. Donc en fait, vous avez à peu près 12 types cellulaires qui peuvent correspondre à 12 étapes temporelles correspondant à la différenciation de ces neuroblastes, qui nous expliquent maintenant donc, la production de 12 neurones. C'est un petit peu court, mais en fait, c'est très facile d'aller de 12 à 24. Il suffit de multiplier par 2. Et je vais vous rappeler que, en fait, ces neuroblastes, lorsqu'ils divisent, produisent un intermédiaire, et cet intermédiaire va produire une autre division cellulaire. Et en fait, cette autre division cellulaire va avoir une distinction. En fait, les 2 neurones qui sont produits sont différents, puisqu'un exprime notch, l'autre n'a pas, l'un a notch activité, l'autre n'a pas notch activité. Donc, en fait, chaque neuroblast, chaque étape temporelle de neuroblast va produire 2 neurones différents, un qui est notch on, l'autre qui est notch off.
Et vous voyez en fait une image qui illustre ça. Vous avez tous les neurones qui sont produits. La moitié, on exprime notch en bleu, l'autre moitié n'exprime pas notch en vert. Donc en fait, ceci nous explique comment produire 24 neuroblastes. Mais comment arrivons à produire les autres? En fait, ces 24 neuroblastes, c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, ils sont produits de façon séquentielle, et ces 24 neurones qui sont produits de façon séquentielle, ces 24 neurones sont en fait des neurones qui sont produits par chacun, par tous les neuroblastes. Ce qui fait qu'à la fin, on aura 800 neurones produits par les 800 neuroblastes qui vont accéder aux 12 étapes séquentielles et donc produire 24 neurones. Donc chaque neuroblaste va produire 24 neurones qui vont être produits par chacun de ces neuroblastes. On aura 800 de chaque. Mais comment sont produits ceux qui sont produits uniquement en un plus petit nombre, ceux qui ont un beaucoup plus large champ d'expression, qui vont contacter de nombreuses colonnes, qui vont être produits en beaucoup plus petit nombre? Comment sont-ils produits? Et je ne veux pas aller trop loin, le travail vient juste d'être publié. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le croissant neuroépithélial, que je vous avais décrit ici, ce que je vous avais dit, c'est qu'en fait, ce croissant neuroépithélial produit 800 neuroblastes qui sont tous pareils, qui vont tous produire ces 24 types cellulaires en 800 exemplaires. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que le croissant neuroépithélial est marqué par des domaines. Vous avez 3 domaines, que vous avez des gènes RX, OptiX et VSX. Et en fait, ce que vous avez, c'est que le domaine neuroépithélial est en fait fragmenté. Donc en fait, ces 800 neuroblastes ne sont pas tous les mêmes. Ils sont tous différents, puisqu'en fait, certains expriment RX, certains expriment OptiX, certains expriment VSX. Donc ils doivent être différents. Et quelle est la conséquence de cette différence? En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une intersection entre l'axe temporel que je vous ai écrit, où chacun des neuroblastes va passer par un certain nombre de 12 fenêtres temporelles, et en fait, ces fenêtres temporelles vont être modifiées par la présence de ces facteurs de transcription, RX, OptiX, en fait qu'ils soient ventraux ou dorsaux, par d'autres facteurs. Donc en fait, on a une multiplication du nombre de neurones qui peuvent être produits par le nombre de domaines différentiels. Donc en fait, je vous dis qu'il y a des choses qui sont un peu contradictoires, puisque je vous dis que chacun des neuroblastes va produire ces 24 neurones. C'est toujours vrai. Mais en fait, en plus de ça, en plus de ces 24 neurones qui sont produits, chacun des neuroblastes va produire des neurones différents, en plus petit nombre, en fonction de son origine. C'est dans le domaine VSX, ventral ou dorsal, dans le domaine optique, ventral ou dorsal, et va permettre donc de produire les autres 55 types neuronaux qui sont en fait la multiplication de 24 par 3 ou 4, par 4 ou 5, qui sont le nombre de domaines fonctionnels ici. Et en fait, je peux vous donner une illustration ici. Si on se concentre avec le domaine temporel le plus précoce, celui qui exprime homothorax, donc quand le neuroblaste est né, il exprime homothorax, il va produire des neurones qui sont neuroblastes, et en fait, il va produire des neurones qui sont un par colonne, 800 neurones. Les 800 neuroblastes vont produire 800 neurones, qui sont ceux en fait qui sont un par colonne, des neurones très droits, qui va un par colonne, on va avoir 800 de cela. En même temps, le domaine VSX ici va produire PM3, qui sont d'autres neurones qui sont beaucoup plus larges, qui vont être produits en beaucoup plus petits nombres, puis ils seront uniquement produits par la région centrale, ou PM2, qui sont produits par la région du bout du croissant, ventraux ou dorsaux. Et donc, ça nous permet de comprendre comment, en fait, on va pouvoir produire tous ces neurones en plus petit nombre, mais en plus petit nombre individuel, mais en grande variété. Ceux qui sont produits par OptiX dans cette région-là, en fait, meurent d'apoptose. Donc, en fait, ce que je vous ai dit, c'est qu'on arrive à créer de cette manière-là un nombre de neurones très large, très grand. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces neurones sont produits dans le croissant. Ils vont produire, ceux qui sont un par colonne, ils vont être produits partout dans le croissant. Ils vont projeter directement pour contacter les photorécepteurs qui arrivent d'ailleurs. Et donc, vous allez avoir une formation de la rétinotopie simplement en ayant le neurone qui projette directement dessous eux. Par contre, ceux qui sont produits de façon locale, uniquement par exemple dans le domaine VSX ou dans le domaine RX, vont actuellement on en a besoin dans tout le lobe optique. En fait, ils vont devoir innerver le lobe optique en entier. Donc, de leur source locale, ils vont être obligés d'innerver tout ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font, d'une part, ils couvrent tout le domaine, et ensuite, plus tard, au cours du développement, ils vont se migrer et en fait occuper tout l'espace qui leur est disponible au niveau des noyaux. Donc, ce que je vous ai dit, en fait, c'est qu'on a en fait tout un ensemble à la fois spatial et temporel, un axe spatial, un axe temporel. Et vous avez ici, en fait, c'est pas la peine de lire la table, simplement une identité de chacun des 80 neurones que je vous ai dit, qui correspond en fait aux 80 groupements que je vous ai montrés par Dropseq, qui nous permet de comprendre en fait comment cette diversité neuronale est effectuée et comment en fait ces facteurs de transcription peuvent permettre de contrôler le destin de ces neurones et produire ce qui se passe.
Donc ici, c'est le nom des gens qui ont travaillé ce travail. Donc Katharina et Nikos sont les personnes qui ont fait le RNA sequencing. Sheen, Ted et Claire sont maintenant dans leur propre laboratoire à Columbia, à différentes. Claire est actuellement revenue à Marseille. Et en fait, je ne voudrais pas parler de tout le reste du travail que l'on fait dans le laboratoire, sur les autres lobes optiques. On a aussi pas mal de travail qu'on fait sur d'autres animaux. On a beaucoup travaillé sur les papillons, d'autres espèces de mouches. Et aussi, on travaille sur les fourmis en collaboration avec Daniel Randberg, qui est ancien en sabbatique à Curie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Neige. Merci Claude pour cet exposé passionnant. Et une question concernant cette cascade des facteurs de transcription. Est-ce que c'est un peu comme les homoprotéines qui sont un à côté de l'autre sur les chromosomes chez la souris, ou est-ce qu'ils sont totalement régulés par activation, répression? Non. Donc en fait, ces facteurs de transcription sont différents. Ils ne sont pas des homobox ou des zinc finger. Oui. Ils sont en fait, chacun est différent de l'autre. Et en fait, ils sont totalement indépendants au niveau du chromosome. En fait, je crois que le seul groupement de gènes est en fait le gène HOX, les gènes HOX, et il n'y a rien d'autre. En fait, c'est purement transcriptionnel. Le gène A active B, B active C, et B répresse A. Ensuite, B va activer C, C va activer D, C va réprimer B. Voilà, le système. Donc en fait, c'est purement transcriptionnel, un peu similaire à ce qui se passe dans l'horloge circadienne, où en fait, tu as aussi une horloge qui, au lieu de tourner en rond, ici, elle ne fait qu'avancer, elle ne fait que progresser, elle ne ferme pas la boucle. Donc c'est purement transcriptionnel, et ce n'est pas la peine d'avoir une horloge qui tourne à 24 heures. En fait, chaque période dure à peu près 2 ou 3 heures, donc le temps de 2 ou 3 divisions cellulaires. Et l'horloge ne joue rien là-dedans? L'horloge, non, l'horloge, absolument pas, non. Il y a quand même une compensation de la température, parce qu'en fait, le système va ralentir quand la température va être plus froide. Et en plus, les photorécepteurs qui vont en fait organiser tout ça viennent de l'œil. Et l'œil aussi se développe avec une vague de régulation, en fait, une vague qui traverse le neuropithium, très similaire à ce que je vous ai décrit. Et ces deux vagues, donc, en fait, se synchroniser pour arriver à se connecter de façon très précise. Et donc, ça, c'est un gros problème qu'on essaie d'évaluer, qui est un petit peu délicat à évaluer. Donc, on essaie de ralentir une vague pour accélérer l'autre et voir un petit peu quel est le résultat de ces Dernière question, qu'est-ce qui se passe quand il y a des mutations dans l'œil qui désorganisent le... Alors, c'est une très bonne question. En fait, il y a deux structures. N'obéis pas. Comment ça se fait? Ok. Il y a deux structures. Vous pouvez avoir la diapositive? Non, je l'ai en fait, c'est vrai, c'est bête. Donc en fait, cette structure ici, qui est la lamina, va dépendre complètement de l'île de l'œil. Si vous enlevez l'œil, vous perdez complètement la lamina. Par contre, si vous enlevez l'œil, cette structure, la médula, avec cette vague que je vous ai décrite, va complètement être conservée. Plus tard, ça va un peu dégénérer, mais en fait, elle se développe de façon indépendante. Donc en fait, l'œil se forme avec une vague de différenciation, ceci se forme avec une vague de différenciation. Ces deux vagues sont complètement indépendantes de l'une de l'autre. Malgré tout, elles arrivent à se trouver et à avoir une complète synchronisation. Nicole, moi, ce qui me frappe, c'est le caractère absolument compétitif de ces mécanismes. Et je pense que ça se passe entre la phase larvaire et la phase au cours de la métamorphose. Oui, en fait, le développement se produit à la fin de la phase larvaire et au début de la métamorphose, en effet. Oui. Et c'est ce qui est bien, parce qu'en fait, c'est une phase qui est assez facile d'accès pour nous. On peut arriver à faire de l'imagerie vivante. Donc, on arrive à voir ce qui se passe. Donc, on essaie de comprendre vraiment comment ça se passe au niveau de ces transformations. Et qu'est-ce qui stoppe complètement? C'est quand il y a plus, quand tout le neuroépithélium a été consommé par transformation les neuroblastes, les neuroépithéliums sont devenus neuroblastes, il n'y a plus de neuroblastes à faire, et chacun des neuroblastes a une vie limitée. C'est qu'en fait, la dernière étape, en fait, dans ce cas-là, la dernière étape va dire que vous allez avoir une division symétrique. Donc, au lieu de se diviser de façon asymétrique comme une cellule souche, elle va se diviser de façon symétrique et donner deux cellules gliales qui vont donc en fait. Donc, ce qu'en fait, vous avez tous les neurones qui sont produits et ensuite on amène le paquet cadeau qui va envelopper tout ça. Mais la transformation d'une larve en imago est sous la dépendance d'une hormone. Oui. Donc, en fait, alors, ce que vous voyez, est-ce que les hormones, est-ce qu'il y a un facteur extrinsèque pour contrôler ce système? En fait,
Pas vraiment, parce qu'en fait, comme je vous le dis, c'est une vague. Or, le pic d'Egdison va être à un endroit bien précis. Donc, en fait, ça doit être indépendant de l'Egdison, puisqu'en fait, la vague doit progresser malgré tout. Elle progresse, donc en fait, des neurones sont produits. Les neurones de la partie postérieure vont être produits très tôt. Ça pourrait se produire in vitro. Oui, on le voit in vitro, en fait. On arrive à le suivre in vitro, oui. Donc, c'est absolument extrinsèque. Il y a d'autres systèmes dans la drosophile où en fait l'Egdison produit un rôle très important en changeant ça. Mais en fait, l'Egdison, c'est un seul point dans le temps. Et c'est difficile d'imaginer comment on peut avoir 12 ou 15 étapes comme ceci qui seraient compliquées. Daniel Louva. Oui, tu as donc dit qu'il n'y avait pas d'influence. Tu as dit qu'il n'y avait pas d'influence du rythme circadien, ni de l'échelle du temps, en fait, puisque il y a un phénomène complètement linéaire. Mais est-ce que dans ce système, la lumière a de l'importance? Non. Il y a une très belle expérience qui a été faite par un groupe de Japonais, enfin plusieurs groupes de Japonais, puisqu'ils ont gardé des mouches pendant 56 ans dans le noir absolu. Ils les ont sorties, elles sont absolument normales, aucun problème. Et elles voient? Elles voient absolument, oui. Vous les mettez dans un système de réponse à la lumière, donc absolument aucun problème. 56 ans. Je crois qu'il y avait 3000 générations. Margaret. Claude, pour revenir à la question à laquelle tu as fait allusion en répondant à Nesh, comment le vague des neurones qui progressent arrive à faire les liens corrects avec le vague des cellules photorécepteurs de l'autre bout? Est-ce qu'il y a une question précise de géométrie ou non? C'est-à-dire si on bouge la position d'un de ces neurones qui avance en vague par rapport au photorécepteur de l'autre bout, est-ce que ça a une signification? Est-ce qu'il y a une recognition précise ou est-ce que c'est juste une question d'être au bon endroit au bon moment? Je pense qu'en gros, ça dépend surtout d'être au bon endroit au bon moment. Ceci dit, on a, dans d'autres travaux que je n'ai pas décrits ici, on sait que, par exemple, au niveau de la rétine, il y a des décisions stochastiques qui sont faites. Certains photorécepteurs, par exemple, décident d'être un récepteur qui est sensible au bleu ou au vert. Et donc, c'est fait de façon stochastique. Donc, comment vont-ils trouver leur cible? Puisqu'il faut qu'ils indiquent au cerveau, je suis bleu ou je suis vert. Et donc, ça, en fait, ça dépend beaucoup plus de molécules d'adhésion. Et en fait, on a découvert, enfin, pas nous, mais on travaille beaucoup en collaboration avec Kai Zin à Caltech, qui a en fait découvert ces molécules d'adhésion qui s'appellent les Deeper Dips, qui sont en fait une série de 20 molécules d'adhésion qui sont en fait se lient à une quinzaine de récepteurs spécifiques, et on arrive à de très beaux couplages entre le photorécepteur qui est déterminé de façon stochastique et sa cible. Et en fait, ce que ces molécules d'adhésion arrivent à faire, il permet de maintenir, donc on produit plus de neurones au niveau de la médulla. Ceux qui sont innervés par un neurone stochastique vont survivre. Ceux qui n'ont pas trouvé leur neurone vont mourir parce qu'ils n'ont pas ce système qui provient de stimulation par ces Deeper Dips. Donc en fait, les deux sont... Mais avant tout, c'est être au bon endroit au bon moment. Et en fait, l'anatomie est vraiment très précise. En fait, une vague, des neurones se dirigent comme ça. Et ce qu'on essaie de voir, c'est au niveau d'imagerie vivante, live imaging, comment en fait ces connexions se font. Il y a deux questions par ici. Oui. Antoine Danchin. Oui, ce que vous avez découvert est absolument fascinant et extraordinairement élaboré par rapport au temps. Ça semble devoir être très instable vis-à-vis du vieillissement, à moins qu'il y ait un système de réparation. Est-ce qu'on connaît quoi que ce soit de ce point de vue, ou est-ce que ça explique simplement pourquoi les imagos vivent si peu? En fait, les mouches vivent 3 semaines, donc elles n'ont absolument pas besoin d'avoir de... Oui, c'est ça, mais oui. Donc il n'y a pas de système de réparation. Il n'y a pas de système de réparation, en fait, donc c'est mortel, c'est parfait, mais en fait, si ça ne marche pas bien, on se débarrasse. C'est un peu à la Spartiate, donc on jette les bébés dans le mur. Ceci dit, donc, moi j'étais resté jusqu'à il y a, je vous dirais, 1 mois avec l'idée préconçue que en fait, les insectes ont un système qui est purement déterministe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est fait une bonne fois pour toutes dans l'ADN, il n'y a rien qui dépend de l'activité. Et en fait, je vous ai parlé d'expérience qu'on a chez la fourmi. Et en fait, on s'est aperçu que chez la fourmi, en fait, l'activité apparaît très importante, puisqu'en fait, on a fait une mutation chez la fourmi par CRISPR, qui est assez intéressante. C'est une mutation par CRISPR qui tue l'activité dans ce cas-là, c'est des systèmes olfactifs. Et en fait, le lobe olfactif qui répond, en fait, devient complètement dégénéré.
uniquement en enlevant l'activité. Donc en fait, c'est peut-être pas si vrai que l'activité est indépendante, ne joue pas un rôle chez les insectes, mais ceci dit, c'est définitivement pas aussi important que chez les vertébrés où l'activité joue un rôle extrêmement important. Ceci dit, même dans la rétine, on a ces vagues de différenciation qui sont dans la rétine. On a quelques idées à ce qu'elles font, mais c'est quand même pas quelque chose qui est tout à fait dramatique. C'est-à-dire, en fait, quand on enlève ces vagues, bon, il y a des petits problèmes, mais c'est vraiment pas très sérieux. Avant tout, on est quand même avant tout déterministe aussi. Mais il n'y a pas donc de réparation. Non, il n'y a pas de réparation pour ça. Ça vieillit et ça meurt. Oui. Pierre Corbeau. Oui, vous avez presque répondu à ma question, j'ai l'impression. Je me demandais si, dans le lobe factif, par exemple, de la drosophile, vous avez le même type de facteurs exprimés de façon séquentielle pour la génération de neurones olfactifs. Dans d'autres, finalement, endroits extrêmement sensibles pour l'organisation cérébrale. Bon, en fait, les neurones olfactifs sont... Donc, il y a une grande diversité de neurones olfactifs, mais c'est tout à fait... Ça, c'est fait de façon stochastique. En fait, peut-être pas chez la drosophile, mais en tout cas chez la souris ou chez l'homme, c'est de façon stochastique. Quel que soit ça, ce qui se fait, c'est qu'on a des neurones qui sont absolument similaires avec l'un à l'autre, simplement qu'ils ont changé un gène, qui est le gène olfactif. Ceci dit, quand ils vont se connecter au lobe olfactif chez le lobe antennal, chez la drosophile ou qu'on appelle ça chez la souris. Bref, la structure équivalente chez la souris, en fait, il n'y a que 2 ou 3 neurones par glomérule. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de diversité neuronale. Donc, en fait, ce n'est pas la peine d'avoir un système qui est aussi compliqué que ça. Par contre, au niveau du cortex, c'est sûr qu'on aura besoin d'une diversité neuronale. Ceci dit, dans l'image que je vous ai montrée du cortex, il y a 6 couches. Et en fait, si on parle, moi, quand je parle à mes collègues qui travaillent sur la souris, ils me disent que le cortex est fait de 6 couches neuronales avec quelques interneurones et puis des cellules pyramidales, et c'est à peu près tout. Mais en fait, il y a beaucoup plus de diversité qui reste à explorer. Donc, Claude, magnifique présentation. Et je voudrais savoir, puisqu'il y a beaucoup de résultats qui ont été basés sur ces études de drop sec. Donc, tu tries les cellules, là, chaque neurone, toc, pris Oui, dans oui. un... Mais après, tu dis, je mélange. Alors, j'ai oui, pas compris parce qu'en fait, ça. chaque neurone va être en contact avec une bille, et cette bille a des amorces différentes. Donc chaque bille, chaque il y a bille. une bille à une amorce. Et toutes ces billes, donc c'est en fait la construction de ces billes qui est assez sophistiquée. Ah bah oui, Donc parce chaque bille a une qu'après, amorce ils peuvent- différente, ce qui fait qu'une fois D'accord, qu'elles ont après, hybridé on peut mélanger. avec les ARN d'une cellule, on peut tous les mélanger et séquencer tous ensemble. Ce qui permet d'en séquencer, on en avait 55 000 et il n'y a aucune limite, c'est très facile de le faire, quoi. Donc c'est quelque chose qui est en train de révolutionner l'étude de la diversité neuronale, et aussi on peut utiliser ça au cours du développement, de voir comment en fait une cellule progresse d'une étape à l'autre. Ça Donc, peut permettre d'étudier n'importe quelle population. absolument, absolument, oui. Non, c'est une technique révolutionnaire, ça. Et en plus, ça marche bien et c'est facile. D'accord. Donc, Daniel, commentaire, j'imagine. Non, c'est pas un commentaire, c'est magnifique. Ce que tu as décrit, c'est d'une approche peu invasive, mais j'imagine que d'autres ou toi ont tenté de perturber le système. Et par exemple, est-ce que si on fait des photoablations de certains neurones ou de certaines étapes, est-ce qu'on perturbe le système? absolument. C'est-à-dire qu'en fait, on peut le faire de façon génétique, on n'a pas besoin d'avoir un laser, on le fait de façon génétique, puisque la drosophile est un animal génétique C'est magnifique. vrai que... Donc on fait ça et on essaie de comprendre un petit peu, mais en fait, on a 80 types neuronaux, donc il faut les enlever un par un. Donc pour l'instant, on essaie d'avoir les grands principes, et maintenant on essaie de voir comment cette synchronisation se fait, et comment en fait il y a une réponse. La photoablation, l'avantage, c'est qu'on a une relation spatiale. Oui. Et la génétique, on permet d'isoler des Oui, quantités. mais on veut dire avec. Tu ne sais pas où ça se passe. Oui, on ne peut pas prévoir Tu où sais ça dans se quel passe. gène, mais tu ne sais pas dans quelle Non, zone. on arrive à savoir où ça se passe, mais même si on ne veut pas. A posteriori. Oui, a posteriori, oui. Mais bon, Bon, c'est un avantage, malgré qu'on arrive à manipuler la drosophile de façon absolument je sais. précise.